les expositions universelles, qui n'ont rien à voir avec les expositions universelles actuelles. Ça va jouer un rôle accélérateur exceptionnel, puisque en termes de croissance, si vous voulez, des entreprises comme Michelin, comme Renault, des entreprises de la belle époque, comme De Dion Bouton, vont avoir une croissance. Mais même, une fois, j'avais travaillé, on était dans des commissions de prix pour la Commission européenne, et on comparait la vitesse de croissance. En fait, très peu d'entreprises ont réussi à croître aussi vite que ces entreprises-là. Si vous voulez, par exemple, des cinémas, quand on a eu les frères Lumière qui ont inventé les cinémas, mais l'année d'après l'invention, il y avait un cinéma dans toutes les capitales du monde. Vous imaginez la vitesse à laquelle c'était. De Dion Bouton a des filiales aux États-Unis, partout. Donc l'air liquide a été porté dans le monde entier en quelques années. C'est-à-dire une croissance exceptionnelle. Alors, le rôle des expositions universelles. Tout a commencé par le Crystal Palace. Vous voyez ce gigantesque palais, alors révolutionnaire, il n'y a que de la fonte et du verre, conçu en Angleterre par l'architecte des serres de la reine. Que voulait la reine d'Angleterre? En fait, on est dans une période, autant l'Angleterre a été leader sur la première révolution industrielle, la belle époque, on l'appelle aussi seconde révolution industrielle. Sur la seconde, elle n'est pas leader du tout. En fait, sur ces 35 ans, la France, l'Allemagne, la Belgique mettent 1,5% de croissance de plus que l'Angleterre, pratiquement sur toute la période. L'Angleterre est puissante, elle est grande, elle a le Commonwealth, elle est un petit peu ringarde, dirait-on aujourd'hui, elle n'est pas à la pointe de la création. Par exemple, dans l'automobile, jamais elle aura le même niveau qu'on a sur le continent, Rolls sera créé très tard et autres. Donc l'Angleterre, elle veut épater le monde. Elle est présente sur le monde entier. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. La reine décide. Alors il y avait des expositions nationales, la France en a fait. On invitait tous les autres pays à voir tout ce que le pays faisait de bien. Mais ça motivait moyen les Allemands de venir voir ce que faisaient les Français. Et donc là, la nouveauté que lance l'Angleterre, c'est de dire on fait une exposition internationale. Tout le monde montrera ce qu'il fait de mieux. Bon. Et c'est un gigantesque terrain, il fait près de 10 hectares, donc immense palais. On va rassembler toute la Terre. Et là, surprise, il y a toujours un risque de dire aux autres de venir montrer ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent quelque chose de mieux. Et là, à la face un peu du monde, l'Angleterre, on va voir que l'Allemagne a des machines extrêmement sophistiquées, que la France a des choses géniales, que les Chinois font des très belles choses, etc. Et donc, ça va avoir un impact très important, on va dire, c'est bien vu, tout ça, ça n'a pas tout à fait l'impact qu'on voulait. Alors, vous voyez l'intérieur du Crystal Palace, ce gigantesque palais, qui sera déplacé, d'ailleurs, imaginez, on l'a démonté, on l'a déplacé de quelques centaines de mètres. Il va brûler, il n'y avait pourtant pas grand-chose à brûler dedans. Enfin, ça a suffi à le fiche par terre. Et donc, il disparaîtra, mais au niveau architectural, c'était un chef-d'œuvre absolu. Alors, la reine d'Angleterre avait dit, il avait fait faire des recherches pour savoir quel avait été le plus grand palais dans l'histoire. D'après les recherches, c'est le palais des temples de Salomon. Elle voulait qu'il soit plus grand. Et on va partir dans un gigantique, faire chaque fois plus grand que le précédent. On va pas faire plus petit que les Anglais dans une pipe. Bon. Et donc on part dans une folie des grandeurs. Alors les expositions universelles, qui ont pour but de rassembler le monde entier pour montrer ce qu'on fait de mieux dans tous les domaines, pour tous les pays. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a une exposition du téléphone mobile à Barcelone, on a une exposition, on a le mondial de l'auto, on a le mondial de l'aéronautique. On rassemble pas tout le monde pour montrer tout. L'art, la culture, etc. C'était très efficace. Pourquoi? Il fallait 1 mois et demi pour faire l'aller-retour en bateau si vous veniez du Brésil. Et donc, une expo où vous voyez tout, vous rencontrez tout, le gens du monde entier sur ce qu'il y a de mieux, c'était très efficace. Ça va durer de 1851, donc le lancement de Londres, qui n'est pas universel, c'est une exposition internationale, différente. Et ça s'arrêtera à la guerre de 14. On en aura après, mais j'en dirai un mot après. Alors ça va monter, et Paris va prendre le lead. Hein, vous voyez, Londres, 6 millions de visiteurs. Paris, aussitôt, réplique 5 millions. Londres, à nouveau. Paris, 11 millions. Vienne, Philadelphie. Paris, 16 millions, 32 millions, 50 millions. Record battu, toute pointe. En fait, et encore, je ne mets pas les petites expos, enfin, il y en a plein d'autres. Liège fait une expo universelle, Lyon fait une expo universelle, chacun y va de son expo universelle. Bruxelles fait une expo universelle. On se bat à coups d'exposition universelle. Un peu comme on s'est battu à coups de cathédrale au temps des cathédrales. Enfin, on se bat. On veut montrer qu'on est capable de faire beaucoup mieux que les autres. Et c'est très important pour plusieurs raisons. Alors déjà, sachez, moi je vais me concentrer sur l'exposition française, non pas, ça sera intéressant de faire le tour, mais pour ce soir, on est plutôt, ça va être le mec des expositions universelles. Paris va être capable. Ils vont en faire une tous les 10 ans. En fait, on décide au milieu des années 1855 d'en faire une tous les 10 ans, un crescendo jusqu'à 1900. En fait, sur un petit décalage, 1855, 1867, 1878, 1889, 1900, hein, qui va être la plus grande de toutes, jamais égalée depuis. Hein.
Alors, elles sont très bien financées. C'est une organisation remarquable et redoutable. Hein, on lance les souscriptions, souvent pour l'ensemble de l'expo, plus sur chacun des grands pavillons, hein, de telle sorte d'avoir un financement bien ficelé. Une des particularités des expos françaises, c'est qu'elles sont, la plupart du temps, rentables. Ce qui, au niveau du vélo, c'est pas si évident que ça au niveau de l'organisation. Je vais pas faire un zoom. Alors, je vais passer assez vite sur les anciennes pour zoomer. 1855, c'est la réponse à l'Angleterre. L'Angleterre a lancé le coup, tout le monde trouve le coup génial, donc merci l'Angleterre, et on dit nous, on va faire ça, mais on va le faire nous. Déjà, on lance une exposition universelle et pas internationale. Ça veut dire qu'on accueille tout le monde. Dès que vous passez la frontière, vous êtes pris en charge par le pays. Même si vous êtes en guerre avec les pays Vienne, c'est une zone neutre, portée sur le futur et universelle. Hein, c'est un état d'esprit particulier. Ça va amener beaucoup de gens d'autres pays. Alors, croyez pas que ça passait tout seul. Je vous mets un article d'un journal, 1855, vous voyez, chacun voit l'exposition à sa manière, etc. Il dit, mais il y a des Parisiens nombreux qui exaspèrent l'irruption étrangère. Ils n'y gagnent rien, ils y perdent tout. Ça, on dit, j'ai vu une famille attendre la mère et ses 2 enfants parce qu'un Chinois avait pris le taxi et tout ça. Bon. Faut pas croire que la France, comme ça, est d'emblée mondialiste. Hein. Croyez pas, il y a eu des réactions. Mais enfin, elle va monter en puissance. Et en 1900, Paris a 40% d'étrangers. C'est la ville la plus internationale du monde, hein, pour vous donner une idée. Alors, 1850, ben on fait plus grand que les Anglais, pardi. Hein, on ne va pas démarrer doucement. Ici, vous voyez le grand palais des arts et de l'industrie, hein, qui tenait moitié des Champs-Élysées, 100 000 places assises. Le bas, plus les plateaux que vous voyez sur les côtés. Le Stade de France, c'est 80 000 places. Il n'est pas couvert. Bon, juste pour info. Donc vous allez voir, on fait du lourd, hein, et du grand. Ce palais durera 1855 à 1899, on le détruira pour mettre à la place le Grand Palais et le Petit Palais. La plupart des palais que vous allez voir ont été détruits juste après les expos. Il aurait pu vivre 500 ans, hein, si on voulait. Hein. Il était en pierre, en fer et tout. Vous avez vu un peu la taille. Il faut remontrer les images, parce que sinon les gens n'y croiraient pas. Alors quand on dit Grand Palais, ici je vous montre des palais des expos universelles, vous voyez en rouge. Ça, c'est le Grand Palais ici, hein, avec derrière le Palais de la Découverte. Et vous voyez le palais, on va voir, le tour du monde qu'on appelait, ici le palais Eiffel, qui a été le plus grand de tous, hein, vous verrez, gigantesquissime. Hein, donc on fait des grands palais. Alors on va voir ce que sont des grands palais. Je solde de 1851, donc vous voyez ici c'est ce palais des arts et de l'industrie que vous voyez en haut, hein, bon, qui sont des palais modestes. Une des grandes innovations de 1855, c'est l'ascenseur. Tout le monde vient voir les ascenseurs. Alors sachez que si vous exposez à l'Expo universelle et vous gagnez un prix, il y a des jurys mondiaux très sourcilleux, on a des Allemands, des Anglais, tout le monde. Si vous avez une médaille d'or, c'est la fortune assurée. Assurée. Par exemple, Gallet, j'ai regardé ses carnets de commandes, parce qu'ils sont dans sa succession, c'est marrant. Et 8 ans, 10 ans après, ils n'avaient encore pas tout livré, quoi. Parce que vous avez le monde entier, vous avez les grands qui viennent, les industriels, les princes, les tout. Ils m'étaient vendus à monsieur Siemens, industriel en Allemagne, 3 tables libellules, etc. Les carnets pleins jusqu'à la gueule. Alors, si vous avez le prix médaille d'or, c'est que vous êtes le meilleur. Et donc, c'est un certificat de millionnaire que vous délivre en disant, et vous voyez encore aujourd'hui, ça a disparu un peu, il y en a encore un peu sur les plaques de chocolat. Vous voyez, médaille d'or 1889, ce machin. Machine à coups de Singer, médaille d'or 1900, machin. 1 million de machines vendues dans l'année. Et donc, c'est important, puisque le monde entier est là. Faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. 1867, alors, il y a un palais phénoménal, fantastique, qui est l'esprit même des expositions universelles. Le palais elliptique dit du tour du monde. Vous voyez, au fond, l'école militaire, là-haut, il tient l'essentiel du champ de Mars. Alors, pour comparaison avec aujourd'hui, à la même échelle, le Stade de France, voilà, hein, 5 Stades de France. Gigantesque palais. Quel est l'objectif de ce palais? Ici, vous avez une des rares photos de l'époque. Hein, on voit un peu ce palais qui tient dans ce gigantesque. En fait, il est organisé comme la map monde. Son objectif, c'est de rassembler le monde entier. C'est-à-dire que dedans, il est circulaire. Alors, vous voyez, ces grandes galeries, celle-ci, vous voyez, gigantesque, elle fait 1,4 km quand même pour faire le tour. Après, vous passez à l'autre, qui est un peu plus petite, vous avez 13 parcours possibles pour faire le tour. Alors, je vous le montre ici, vu dessus. Alors, vous avez une logique internationale, vous pouvez faire le tour de la sculpture mondiale, vous pouvez faire le tour de l'électricité, vous pouvez faire le tour des systèmes de transport, vous pouvez faire le tour de la physique, le tour de la peinture, le tour de tout ce que vous voulez. Et donc, vous faites le tour du monde. Mais si vous partez dans un axe, vous vous promenez dans la civilisation d'un pays. Hein, c'est-à-dire que là, vous allez avoir l'Irlande. Hein. Ici, vous avez, par exemple, la France. Hein. Ici, vous avez la Belgique et les Pays-Bas. Hein. Ici, vous avez la Prusse.
Vous voyez, les États-Unis, c'est pas ici vous avez attendez, je ne le vois pas, il est à l'envers. Ah oui, c'est la Russie et les pays comme ça. Les États-Unis, c'est pas plus que ça, à cette époque-là. C'est encore émergent dans les États-Unis. C'est pas énorme. Alors, si vous comparez avec le net, vous êtes en point .org quand vous tournez, vous êtes en point .fr, en .as quand vous partez dans l'axe. C'est-à-dire, vous pouvez faire le choix de rester en Amérique, de voir l'art américain, etc. et tout, les réalisations américaines, les locomotives américaines, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez à chaque fois passer dans les autres pays. Et donc, c'est une résolution fantastique du principe même de l'Expo universelle, qui gardera toujours le problème de classification. Par exemple, Gallet ou Desgrands ou Saint-Gobain, il avait 5 pavillons pour rien rater. Parce qu'il dit, ah oui, on m'a mis dans la catégorie construction, alors que je fais aussi du verre pour d'autres trucs, et donc il se mettait ailleurs aussi pour pouvoir être pas rien oublier. Et donc ce palais, c'était le palais préféré de Francis Bouygues. Il dit, celui-là, j'aurais voulu le construire. Parce que 11 ans pour le construire, des kilomètres d'égouts en dessous. Vous voyez toujours le Stade de France pour avoir une idée. Alors voilà ce que dit Francis Bouygues, le fondateur du groupe Bouygues, qui est leader mondial dans le BTP quand même. Il a fait une préface à l'ouvrage des expositions universelles. Il dit « Le bâtiment possède en lui les vertus qui insufflaient à ces vastes ensembles l'âme, la portée morale qu'on voulait leur donner. Il permet de magnifier la vie. En édifiant ces visions idéalisées de l'univers de demain, c'était des cités de la paix que l'on bâtissait, de cette paix que le progrès allait apporter au monde. » Voilà l'état d'esprit qu'il y avait dans ce grand pavillon du tour du monde, hein, vous voyez, qui mettait tout le monde au même niveau et en interconnexion. Hein. Vous voyez ici, pendant la construction de tous ces cercles concentriques, puisqu'on allait des plus grands plus petits pour faire le tour du monde. Et vous voyez, les photos, elles ne sont pas très bonnes parce que c'est une époque où les photos... Le petit jardin central, une zone de paix au cœur du système. C'est comme pour les tornades, au milieu, vous avez une zone de paix, vous êtes dans le jardin. Hein. Et puis, vous voyez, ça, c'est le premier cercle avec les œuvres d'art du monde entier. Alors, on amenait les plus belles œuvres d'art du pays. Parce qu'on était en face de la terre entière. On amenait les bijoux de la couronne, les tableaux, ce qu'on avait de mieux, parce qu'il fallait impressionner la terre entière. Hein, donc, ça mettait le niveau très haut. Et en plus, tout ce qu'on avait de nouveau. Alors, c'était un bric-à-brac phénoménal. Vous voyez, les images... Il fallait des mois si vous vouliez tout voir, parce qu'il y a des centaines de pavillons. Et ici, vous voyez, tout ce bric, là, c'est dans les galeries extérieures. Vous voyez la hauteur où vous avez les grandes réalisations. Mais il y a malgré tout des trucs partout. Partout, partout, partout. Hein. Et donc, on disait, on peut se mettre à jour de tout ce qu'il y a, ce qui permettait tous les maillages, toutes les coopérations, les échanges de brevets, de machines, de matériel, puisqu'on avait le best-of de la Terre. Hein. Et en même temps, on levait des fonds. Ici, vous voyez Ferdinand de Lesseps, hein, à l'exposition universelle de 1867, qui essaie de boucler son financement pour faire un canal à Suez. Il y avait une petite commission européenne à l'époque qui n'avait pas voulu financer le projet, les gouvernements non plus, ils trouvaient que c'était trop dangereux, c'est un endroit qui était critique. Et donc, en fait, il l'a mené avec 40 000 investisseurs individuels. Il faisait des présentations, des genres de show, il faisait jusqu'à 10, 12 par jour. Pour convaincre les gens, il montrait le schéma, les gens disaient « Ah oui, c'est intéressant », et il levait les fonds, comme ça. Après, une fois que c'est inauguré, évidemment, on a rattrapé le coup. Hein, la France est positionnée, les États, mais enfin, c'était une initiative individuelle. Et Ferdinand de Lesseps, il a commencé en étant retraité, jeune retraité des affaires étrangères. Hein, il n'était pas ingénieur. Mais il avait été en poste en Égypte. Il savait qu'il y avait déjà eu un canal du temps des pharaons, hein, pour savoir. Hein, donc il a repris les plans d'origine. Mais en fait, voilà. Ferdinand de Lesseps, avec ses 14 enfants, 7 filles et 7 garçons, il y avait beaucoup à faire pourtant. Enfin, voilà, financement par 40 000 souscripteurs. Comme tout le monde est là, c'est l'occasion de montrer les projets futurs, hein, et de lever des fonds. Alors, je passe 1860. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois après, c'est ça. On fout tout par terre. Mais alors, au marbre. Hein, ce qui fait, si vous allez au Champ de Mars, dites-vous bien que là, il y a eu 5 des plus beaux palais qu'il y ait jamais eu sur Terre. Il n'y a plus rien parce qu'on avait pensé qu'il y en aurait une autre et il n'y en a pas eu. Hein. Donc, on met tout par terre. Le superbe palais du Tour du Monde, par terre, hein, 6 mois, on démonte vite, parce qu'il faudra 10 ans pour faire pour la prochaine Expo universelle. Hein. Et voilà, on est en train de construire, alors je vous montre, alors des chevaux et des tombereaux. La Tour Eiffel a été construite toute par des chevaux et des tombereaux. Hein. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de camion, hein, pour vous donner une idée. Ici, vous voyez une partie du palais de Chaillot, l'ancien palais de Chaillot. Et vous voyez, je vous l'ai entouré en pointillé au bout. C'est grand, mais vous voyez, c'est une petite partie qui est là-bas. L'ancien palais de Chaillot qui est fait pour l'Expo universelle de 1878. Alors 1878, c'est le plus grand palais qu'on ait jamais eu. Il fait 24 hectares. Il est entièrement conçu par Eiffel. C'est le plus grand palais qu'Eiffel n'ait jamais fait. Je vous montre un dessin, mais il y a quelques photos.
Vous voyez ici une des parties de ce gigantesque palais qui couvrait tout le Champ de Mars. Et vous voyez la tête de la Statue de la Liberté qui va partir, c'est un cadeau de la ville de Paris à la ville de New York. On se fait pas mal de cadeaux dans ces périodes-là, d'échanges. Et il y a un duo Paris-New York qui fonctionne bien. Alors ici, vous voyez ce gigantesque palais Eiffel. Ici, vous voyez une autre photo. Ces 3 éléments, mais on les retrouvait, ça couvrait 24 hectares. Structure métallique type tout à fait belle époque. Alors ici, vous voyez, je mets un rond jaune. On va se porter là parce qu'en bas de chaque pilier, il y a une statue. Voilà, on arrive, statue du Japon, devant ces vitres, et on va passer de l'autre côté. Voilà, la statue est juste là, à l'extérieur, et là, on est à l'intérieur d'une de ces multiples galeries. Ça, c'est la galerie des diamants de la couronne, de Sèvres et des Gobelins. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas de la rigolade. On vient avec ce qu'on a de plus beau et les plus belles œuvres d'art voyage. Même parfois, on démolit des choses, on démolit des palais pour les amener là, pour montrer ce qu'on sait faire. Donc, ça a ébloui la terre entière, parce que les gens voyaient les plus belles choses possibles. Galerie des Beaux-Arts, donc les plus belles sculptures, mais en rapport. Ouais. Par exemple, il y avait un rapport après aux États-Unis en disant on n'a pas fait bonne figure. Les peintres américains ne faisaient pas bonne figure, on n'était pas au même niveau. Il y a peu de gens, il y avait des critiques en disant il faut absolument améliorer la qualité parce que, je dirais, puisqu'on se mettait en benchmark, on peut dire, donc on comparait la terre entière. Le Creusot qui montrait son dernier marteau pilon, tout était là. Alors ici, vous voyez, l'ouverture de l'exposition de 1870, enfin l'heure a sonné, le jour attendu depuis le matin à Paris, après un air de fête, beaucoup de boutiques sont fermées, dans les rues règne une animation qui va croissant au fur et à mesure que la matinée en avance. À 11h30, les 2 points sont entourés de grandes foules qui viennent grossir de minute en minute, etc. Toutes les portes de l'expo viennent d'être ouvertes. Ces ouvertures, comme autant de bouches, la vaste enceinte semble aspirer la population. Alors il dit voilà, en effet, le monde entier est présenté là. Vous y voyez tous les types, toutes les races, toutes les couleurs, des 4 coins de l'horizon, des terres les plus lointaines, peau rouge, blanc, cuivré, noir, se mettent en mouvement pour répondre à l'invitation de la France. Ils sont partis sans perdre une seule minute. Et comme on le voit dans les charmantes allégories de notre collaborateur, il a fait un dessin à côté, en paquebot, en chemin de fer, c'est paquebot et chemin de fer, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Donc chemin de fer et paquebot. Et parfois, certains ne pourront pas venir parce que les lignes, ces compagnies générales transatlantiques ou Cunard sont réservées depuis 4 ans. Et il y en a qui ont des billets, ils ne pourront pas venir, les trains. Alors voilà, ils sont tous accourus, les yeux fixés sur les hauteurs du Trocadéro, un phare dont la lumière les attire et les guide. Oui, tiré quand même. Alors ici, vous voyez, par exemple, 78 sur la Chine. On dit, exemple, il dit, ce ne sont plus seulement les étrangers et les mêmes familles qui vous répondent au grand rendez-vous de la civilisation moderne. Les peuples jusqu'à présent si réfractaires de l'Extrême-Orient ne sont pas les moins empressés. Exemple, les Chinois. C'est directement qu'ils ont voulu représenter leur patrie, non plus comme jadis par l'intermédiaire de marchands européens. Ce sont des produits vraiment chinois qu'ils nous ont apportés au Champ de Mars et non plus des chinoiseries plus ou moins authentiques. Et à la fin, il vous dit, le spectacle valait la peine d'être vu, c'était à se croire en Chine, et de fait, c'était bien la Chine. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une présence forte avec les éléments. Par exemple, le prix comment on l'appelle déjà, qu'on met aux inventeurs, Lépine. Le concours Lépine, il est lancé en 1900 pour contrer les produits chinois. On dit, vous avez vu ce que font les Chinois? Les lacs, les objets, toute la production parisienne de petits objets et de choses pour les touristes va être concurrencée par les Chinois. Donc on lance un prix dans l'objectif de contrer les produits chinois, pour vous donner une idée. Alors je vous montre pourquoi ces expos étaient un accélérateur considérable pour les entreprises. Cette convergence d'avoir tout le monde, par exemple, alors ici, glace et le froid. Alors, c'est une revue alimentaire. C'est pour ça qu'il va dire que c'est... Alors, il dit la plus grande nouveauté de l'exposition universelle cette année est incontestablement la machine de M. Raoul Piquet pour la fabrication de la glace. Elle fournit quotidiennement 24 000 kilos de glace d'une pureté remarquable. Il n'y a pas un visiteur du Champ de Mars qui n'ait vu. Puis il passe 50, 100 000 personnes par jour. Donc, vous pouvez voir si ça marche. Test grandeur nature, pour voir. Alors, voilà, il dit c'est intéressant d'avoir fonctionné. Nous apprenons aujourd'hui qu'une compagnie se propose d'exploiter le procédé des messieurs Piquet dans les départements de la Seine. Cette société s'est en outre rendue acquéreur des droits au brevet pris par monsieur machin, ingénieur pour une nouvelle machine à air froid et sec, fonctionnant à l'air atmosphérique destinée au transport et à la conservation des denrées alimentaires. Il met l'intérêt social, production rapide de la glace, conservation des viandes, poissons, beurre, fruits, légumes, question du plus haut intérêt social, se rattache à la question palpitante de l'alimentation publique à bon marché. L'exploitation de ces brevets nous paraît constituer des éléments de succès absolument certains pour cette nouvelle société qui prend le titre de Compagnie des glacières de la Seine et qui fait publier en ce moment dans les grands journaux de Paris, le Figaro, tout ça,
l'annonce de l'émission et les conditions de souscription des titres qu'elle émet. La semaine suivante, tout était bouclé. C'est-à-dire vous démontrez, vous levez les fonds, temps réel, et vous voyez comment ça fonctionne. La compagnie des glacières de la Seine, pour les plus anciens, ils ont connu les gros pains de glace qu'on voyait dans Paris, qu'on cassait pour ça. C'est elle qui produisait cela. Elle a été en crise quand c'était la fin du pain de glace et le début du congelé. Donc elle a été rachetée, transformée, et elle s'appelle aujourd'hui Picard surgelé, vous connaissez sans doute. Et donc c'est cette filiation. La France a pris un leadership dès le départ sur la glace et la congélation, hein, qui a été fait. Et vous voyez ici les actions, compagnie des glacières de la Seine, actions de 500, etc. C'est-à-dire qu'à l'Expo, on avait un temps. On parle souvent du temps de latence entre la découverte scientifique et l'exploitation industrielle. Là, le temps de latence était extrêmement court. Parce qu'il fallait faire très vite. On était face au monde entier, tout le monde était là. On pouvait lever les fonds et on pouvait valider le produit. On a eu le lancement de tout un tas. Ici, par exemple, les fours solaires qui étaient très tendance en 78. Bon, hein, utilisation directe de la chaleur solaire avec des convergents. 1889, alors là, elle passe pour être la plus esthétique qu'il y ait jamais eu. Elle a une ligne directrice bleue, c'est là que naît le guide bleu, parce que l'expo était bleue, sa première application, c'est le guide de l'expo universelle. Alors voilà ce que vous dit le journal. L'exposition de 1889 réunit tous les éléments d'une encyclopédie gigantesque, où rien n'a été oublié. Elle nous montre comment, à la date de 1889, l'être humain se nourrit, s'habille, se meuble, se part par quelques procédés scientifiques. Il travaille à la satisfaction de ses besoins. Elle nous montre l'histoire passée et l'état présent. Je veux dire, on montrait toujours le passé. Souvent, on faisait histoire de et futur. Hein. L'état présent des arts qui ornent sa vie, c'est des sciences destinées à rendre l'homme plus heureux, plus intelligent et meilleur. Elle montre, elle explique tout. À l'exemple des industriels qui font leur inventaire chaque année, hein, on peut dire que l'humanité tout entière est venue en 1889 faire son inventaire à Paris, entre l'esplanade des Invalides et le Trocadéro. Donc 1889, alors le clou de l'expo, on en parle depuis des années avant, c'est la Tour Eiffel. Alors voilà ce que dit le journal. Là voilà donc cette Tour Eiffel qui a suscité tant de colère et tant d'enthousiasme. Elle est arrivée à la date fixée à son heure, mathématiquement implacable comme la destinée. Et sa tête orgueilleuse, sur laquelle flotte le drapeau tricolore, semble convier à son apothéose les peuples du monde entier qui, depuis de longs mois, répètent à satiété, avec une sorte d'admiration, le nom de la divinité nouvelle. Bon, je passe pour l'autre. Il dit, alors, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ces trucs, c'est beaucoup, 4 fois plus haut que Notre-Dame? Bon. Il dit, en tout cas, on ne lutte pas avec la transformation des choses, et vouloir s'opposer à la marche de l'humanité, c'est tenter d'arrêter une locomotive avec un cure-dent. En philosophe, attendons et regardons. Voilà, l'arrivée de la Tour Eiffel, hein, dans les journaux parisiens. Alors, voyez les travaux gigantesques de l'Expo de 1889. Il y a plus de 600 palais, pour vous donner une idée. Il y a la Tour Eiffel. Alors voilà ce qu'on dit. Nous pouvons enfin admirer une architecture qui n'a pas été pillée servilement, ni copiée la Grèce, ni l'Italie, ni le gothique. C'est vrai que la Tour Eiffel, vous pouvez difficilement trouver un bâtiment qui ne fait... Enfin, en fait, il a 4 étages et pas 3. Mais... Alors voilà la structure. L'engin. Alors, pourquoi un monstre pareil? 1889, c'est le centenaire de 1789. L'Assemblée a dit il faut absolument rendre hommage à la Révolution française et faire la preuve face au monde entier que la France est le meilleur modèle. Donc, il nous faut quelque chose d'impressionnant. Il y avait carte blanche à faire quelque chose qui, comme une cathédrale où quand on rentre, on comprend la puissance de Dieu. Quand on devait passer, c'est la porte d'entrée de l'expo. On devait passer en voyant que ce n'était pas de la rigolade. On arrivait dans une des plus grandes démocraties du monde et on avait cette puissance. Donc, c'est rare qu'il y ait un créneau ouvert comme ça. D'habitude, on dit « faites pas trop cher ». Là, on dit « c'est ouvert à quelque chose qui célèbre la Révolution française ». Et on a failli peu qu'il y en ait une autre, parce que pour les centenaires de la Révolution américaine, en 1876, il y avait un projet de tour de 1000 mètres en métal qui a failli passer, qui au dernier moment est abandonné, auquel cas il y aurait eu le lead. Elle fait 333 mètres, parce que c'est 1000 pieds. Hein, la référence mondiale, c'est 1000 pieds. Elle fait 1000 pieds, en fait. Alors voilà, la Tour Eiffel, vous voyez le palais de Chaillot qui a été gardé de l'ancienne expo, tous les pavillons nouveaux. 123 ans plus tard, c'est toujours le monument payant le plus visité du monde et le plus photographié du monde. Hein, c'est-à-dire que c'était... quand on a fait bien, ça reste un bail. Hein. C'est comme après, l'autre monument le plus visité du monde gratuit, c'est Notre-Dame. Ça date du temps des cathédrales. Hein. Alors voilà, je vous montre quelques images là. Hein. Toutes ces structures de l'exposition de 1889, si vous aimez le style... belle époque, alors là, vous prendrez votre pied, parce qu'il y a du métal, il y a des fleurs de métal, etc. Alors ici, vous voyez, par exemple, les statues que vous voyez là, c'est l'électricité. Hein, ça paraît pas évident, c'est toujours des dames nues. Hein. Voilà, mais c'est ici, alors le gigantesque palais des machines, en fait,
La Tour Eiffel était attractive par sa hauteur, mais le plus grand système, c'était le palais des machines, hein, 42 000 tonnes d'acier, hein, pour vous donner une idée. Vous voyez la taille des personnes à l'intérieur. C'est le plus grand truc hauteur qu'on ait fait à Paris. Vous voyez les personnes à côté des piliers, le niveau supérieur, hein, gigantesque. Et là, on répète une bataille, par exemple, dedans. Vous pouvez mettre 500 chevaux de largeur. Quand il faisait du brouillard fort, on ne voyait ni le haut ni le bout. On pouvait essayer des dirigeables en vol à l'intérieur. Ça, vous pouviez mettre 5 bourgs dedans. Voilà, il faut le voir, hein, pour le croire. Je vous dis, cette époque-là, on n'a pas peur. On fonce, on va faire le plus grand, systématiquement. On ne va pas faire plus petit que la dernière fois, quand même. Et on est sur le terrain où il y avait le superbe palais Eiffel, hein, et où il y avait le superbe palais du Tour du Monde. Tout ça a été dégagé à chaque fois. Donc, si vous voulez la nostalgie, vous asseyez au premier étage de la Tour Eiffel, vous regardez le Champ de Mars. Bon. Ici, vous voyez, par exemple, le commerce et l'industrie. Voilà des allégories que l'on trouve beaucoup. Il y en a encore beaucoup dans Paris, mais on les a rebaptisées parce qu'avec le temps, on dit « mettre fait électricité, ça fait un petit peu naïf, donc on met République, on met autre chose. » Mais enfin, voilà, un positionnement. Je vous montre quelques photos, vous voyez le monsieur là-haut qui se balade, une qualité technique, une réalisation de haut niveau. Ça a impressionné la terre entière, d'immenses cafés, hein, des grandes brasseries, tout à fait ce style Belle Époque qui servait à tous ces gens qui se rencontraient du monde entier, qui venaient dealer en fait. Et quand vous regardez l'histoire des entreprises, vous verrez souvent, grâce à une rencontre à l'exposition universelle, on avait acheté les brevets, on avait passé un accord avec Siemens, on avait etc. C'est le grand lieu du business mondial. Et puis on fait des grandes choses, par exemple ça c'est la roue que vous voyez à Paris au mois de décembre, ça c'était la roue de Paris 1889, à la même échelle. Hein. Voilà. C'est les wagons de chemin de fer qui tournent. Hein. Celle-ci elle fait 190 tonnes, celle-ci elle fait 3600 tonnes. Donc voilà, on faisait du grand, hein, on ne faisait pas du petit. Oui, la Tour Eiffel, les roues, enfin, il fallait que ça dépote. Et souvent, les photos étaient en noir et blanc, donc on ne se rend pas compte des couleurs. Donc je vous mets des illustrations colorées. J'en ai l'illustration pour voir les couleurs qu'il y avait. Vous voyez, ces dômes sur la science, l'éducation, etc. Hein, exceptionnel. Ici, c'est une vue en ballon, en 1889, donc on voit la Tour Eiffel, on voit l'immense palais des machines, et ici, on voit ce qu'on appelle le dôme central. On va aller dans le dôme central. Voilà le dôme central, tableau assez remarquable. Vous voyez un peu l'esprit, vous voyez le bas. Derrière, vous voyez la Tour Eiffel, vous voyez, hein, on la voit derrière la grande baie vitrée. Alors, dans tous les palais de cette époque, on avait des galeries multiples, parce qu'on devait pouvoir voir les choses sous plusieurs angles. Une vision 3D, je dirais, qui peut être... Et vous voyez des gens un peu du monde entier, des espaces gigantesques. Et si on va vers le haut, vous voyez ici, il y a une autre galerie encore, il y a des galeries là, il y a encore une autre galerie, un monsieur qui se penche. Évidemment, il y a des céramiques, il y a tout un tas de choses. Donc, il faut savoir que les gens qui ont vu ça, et moi je le vois, et vous voyez ici, c'est une exposition, vous voyez marqué l'air, c'est très scientifique, l'air, le feu, l'énergie, etc. Même en donnant des cours au Japon, tout ça, les gens disent « Ah, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père était à l'exposition universelle, ils ont un gros bouquin, rouge, les feuillettes. » Ils avaient vu ce qu'il y avait de mieux, et réellement, c'était pas une blague. Pas que ce qui était français, mais c'était à Paris qu'ils avaient vu ça. Et donc, c'est à cette date que Paris devient numéro 1 mondial du tourisme, numéro 1 mondial des organisations d'événements, tellement il va marquer les foules. Hein. Alors, comment est-ce qu'on s'installe à l'expo ? Je parlais de l'école de Nancy, là c'est Gallet. Alors voilà, 1880, c'est un bouquin qui s'appelle l'école de Nancy. Il commence par une grosse ânerie, mais enfin, 1889, Paris accueille sa première grande expo universelle. Merci, c'est la troisième, mais bon, il n'était pas informé apparemment. Commémorative de la Révolution française, ça, oui, c'est bon. Plus illustre des personnalités du monde entier, les têtes couronnées, les chefs d'État, les artistes célèbres, les industriels, les savants s'y précipitent. C'est vrai qu'on a tout le monde. Plus le grand public, puisque c'est des millions, dizaines de millions de visiteurs. Elle devient la plus grande vitrine de l'époque. La Tour Eiffel, édifiée pour la circonstance, en reste le symbole. C'est l'occasion pour Gallet, qui vient de Nancy, hein, de valoriser ses productions dans 3 domaines d'activité. Céramique, verre, bois, l'impression est unanime. C'est moderne, c'est nouveau. Cette exposition est un véritable succès commercial et promotionnel. Le jury décerne à l'artiste un grand prix pour les verres, une médaille d'or pour la céramique, une médaille d'argent pour les bénisteries. Distinction décernée devant le monde entier. Je dis, il a la garantie d'exporter pendant durablement. Alors, il y a aussi plein de démonstrations techniques. Voilà, on écoute le téléphone, on écoute l'enregistrement du son, on écoute le phonographe. Donc, du coup, ça se répand très vite. Par exemple, Kodak dit qu'il vendait 45 000 appareils photo par jour, pour vous donner une idée.
On n'avait pas le droit de vendre à l'Expo. L'Expo était hors commerce, parce que sinon, ça aurait été la foire complète. Mais dans Paris, vous pouviez acheter. Vous pouvez acheter des machines à coudre Singer, vous pouvez acheter des appareils photo Kodak. Il n'y a que les manufactures nationales qui avaient le droit de vendre à l'Expo. Ils avaient obtenu un droit de vendre, mais normalement, on ne vendait pas à l'Expo. On admirait les choses, mais on ne vendait pas. Alors, il faut savoir que tous les autres pays, contre Madrid fait une exposition internationale 1893-94, exposition internationale Bruxelles. Vous voyez, peu se disent exposition universelle, parce qu'universelle, il faut délivrer. C'est-à-dire qu'il y a tous les pays, il y a tout le monde, c'est très coûteux, c'est une organisation considérable. Voilà. Et vous en aurez tout, la ville de Liège, de Lyon, tout le monde va y aller de son expo, vous voyez, avec des superbes affiches. Chicago, alors les États-Unis s'y mettent, avec encore, ils font un palais un peu plus grand que le Crystal Palace, évidemment, puisqu'il faut toujours faire plus grand. Puis on est en Amérique. Ça ne sera pas un succès considérable. Déjà, ils auront du mal à boucler à temps. Paris a toujours ouvert à temps. Il y a quelques trucs qui n'ont pas ouvert à temps. La gare de Lyon, par exemple, qui a été en retard. Elle n'a ouvert qu'à la fin de l'expo parce qu'elle avait eu du mal à finir. Alors, les grandes gares parisiennes ont été créées pour les expos universelles. Pour amener les gens de loin, il fallait qu'ils aillent coucher loin, etc. Et puis, bon, il y a peu d'Européens qui ont fait le saut pour aller en Amérique. Et donc, ça a été important pour les Amériques, mais ça n'avait pas tout à fait la même dimension. Alors, on va passer... Alors, phénomène de destruction créative, illustration, là, dans le journal. Vous voyez ici la fin de la démolition du palais de l'industrie, le gigantesque palais que vous aviez vu au début, là, 100 000 places, et on est en train d'achever le Grand Palais. On n'a pas fini l'autre, qu'on est en train de mettre l'autre à la place. Et je vous dis, il aurait pu vivre longtemps, hein. C'était pas du... Et voilà, vous voyez un gendarme qui est à côté, hein, c'est aux Champs-Élysées. Il y a une statue, il l'avait vendue, puis elle s'est cassée en tombant, donc bref, je passe sur les détails. Je pourrais vous en parler des heures, hein. J'ai fait 6 conférences de 3 heures au Grand Palais, si on veut aller dans le détail, on peut aller dans le détail, mais là, c'est pas le but. Mais voyez ce phénomène unique, aujourd'hui, on ne comprend pas. Je me rappelle dans la commission sur la restauration du Grand Palais, on a dit qu'il faudrait le refaire dans l'esprit de l'époque. J'ai dit attention, dans l'esprit de l'époque, ça va être vite dégagé. Hein. Dans l'esprit de l'époque, on le met par terre, on dit « Ah oui, tu me fais 3 fois plus grand. » Ça, c'est radical. Donc, on le refait, mais ce n'était pas l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, on passait à autre chose fois suivante, parce qu'on avait la conviction absolue qu'on allait faire mieux. Ça, alors qu'ici, aujourd'hui, on est plutôt conservateur. On dit « On ne va pas y toucher, hein, maintenant. »